Shavuot Hu Mevorach à tous mes amis. Ce matin, nous avons lu donc la parashat Shelach Lecha. Au cœur de la paracha de ce matin, il y a bien évidemment le célèbre épisode des explorateurs. On va raconter un petit peu l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé. Moshe a envoyé les explorateurs pour bien évidemment explorer la terre d'Eretz Israël. Et a priori, ces explorateurs, lorsqu'ils sont revenus, ils sont revenus avec de mauvaises interprétations, une mauvaise explication. Ils ont calomnié la terre. Ils ont mal parlé de la terre d'Eretz Israël. C'est incroyable. Les explorateurs qui ont été envoyés sont arrivés et ont mal parlé. Ils ont fait littéralement du Lachon Hara, a priori. Et en contrepartie, Hachem n'a pas laissé les choses comme ça. Il nous a punis. Très lourde punition. En effet, les explorateurs ont exploré pendant 40 jours. Hachem nous a punis et nous a fait errer chaque jour 1 an, 40 ans dans le désert. Jusqu'à ce que toute la génération meure, soit terminée, pour que ce soit uniquement la nouvelle génération, une nouvelle génération pure, qui puisse entrer, intégrer Eretz Israël et toute la dimension qui va avec. Mais ça va encore plus loin. La portée de cet épisode est dramatique. En effet, nous savons que quel jour les Meraglim, les explorateurs sont revenus, le jour, dans le Machané, dans le campement, pour parler, le jour de Tisha B'Av. Et Akadosh Baruch Hu nous dit, si les Béné Israël, ils ont pleuré lorsqu'ils ont entendu, ils ont dit, mais on va droit dans le mur. Cela aurait été largement mieux de rester en Égypte, encore une fois. C'est la même chanson, c'est toujours la même chanson. Le disque est rayé d'ailleurs. C'est toujours la même chose. C'était mieux avant. Le c'était mieux avant, on le connaît. Systématiquement, c'est ce que disaient les Béné Israël. Cette fameuse nostalgie des jours qui étaient là apparemment, c'est comme si on était nostalgique de la Shoah, des camps de concentration, de la dureté du travail, de la labeur. C'est inexplicable. Mais en tous les cas, c'est de cette manière-là que justifiaient les Béné Israël cette envie de rentrer. Et on sait qu'Akadosh Baruch Hu nous a punis et nous a détruit, pas un, mais nos 2 Baté Mikdash. C'est incroyable. La raison pour laquelle Hachem nous dit, vous avez pleuré de façon vaine, alors je vais vous donner une véritable raison de pleurer. Bédrat Hachem, on va essayer de développer cet épisode, qui recèle bien évidemment de grands secrets. Tout d'abord, les Meraglim. De qui s'agit-il? C'était des gens sérieux ou pas? Où on a envoyé des Dora l'exploratrice? Alors ça, c'est le Midrash, clairement, qui nous dit qu'il s'agissait de Anashim. Et Anashim, par définition, ce sont des gens d'une haute stature. C'était les Nessiim. C'était des Tzadikim. Littéralement des Tzadikim les plus grands de la génération. Les gens avec les meilleurs midotes, avec la plus grande chorma, avec le plus grand intellect. Et maintenant, tu te dis, là, ça change tout, la donne. Les plus grands ont mal parlé de la terre. Imaginons un instant que c'était le Rav Steinman, Rav Ovadia, qui avait été envoyé sur le front pour aller explorer, ils reviennent, et calomnie, ils parlent si mal. Est-ce qu'on pourrait un instant, là on croit que c'est de la rigolade, mais c'est les plus grands des plus grands. Est-ce qu'un instant, on peut comprendre, on peut appréhender cette réaction, cette manière d'être, cette manière de faire? C'est juste incompréhensible. En particulier que lorsqu'on remarque, c'est au tout début, lorsqu'ils font leur déballe, leur constat, ce qu'ils ont vu là-bas, ils apportent des paroles plutôt flatteurs. Israël, elle était avantageuse. Eretz, Zavad, Chalav, Udvash, Vezepiria. Des paroles où il nous dit, terre d'Eretz Israël, c'est somme toute une très très bonne terre. Il faut essayer de comprendre quel état d'esprit qui a animé ces Nessim-là. Rachid, bien évidemment, nous écrit que la raison pour laquelle ils ont commencé avec des paroles positives, c'est pour donner de la crédibilité à leurs paroles. Comme Rachid nous dit, Kol davar sheker, tout mensonge, shen ktsat emet, en mitkayem besofo. Tout mensonge, si tu ne l'enveloppes pas avec un habit de vérité, il ne tiendra pas le coup. Autrement dit, ils voulaient donner de la crédibilité à leurs paroles. Mais une très très jolie réflexion que j'ai vue dans les Sfarim, dans ces cas-là, pourquoi ils ont démarré? Ils auraient dû démarrer de but en blanc
en train de saquer l'Eretz Israël, c'est une catastrophe, il y a des géants, les fruits sont géants. Et tout à la fin, si ça peut marcher au début, à la fin, écart, c'est de l'avoir enveloppé. Au début, pas du tout. Ah bon, raconte-moi, je t'écoute. Je considère quelqu'un dès qu'il dit un truc comme ça, il dit il reste assez pourri. Mais qu'est-ce que tu racontes? Après, même s'il commence à s'excuser, on a une face sur la première chose qu'on entend. Je lui dire, mais Israël, c'est magnifique, ça c'est sur. Non, alors Rashi, il y a Féméod, ça va peut être une bonne théorie dans la mesure où Rashi nous dit pas Itrilou Bédavar. C'est pas une question de Atrala ou de Sof. Tu commences pas. C'est dans la mesure où tu vois, on n'est pas dans une vision subjective, mais objective. Il va pas nous dire non, cette école, cet endroit-là, ce travail-là, il est pourri, il est bidon. Tu te discrédibilises. Mais si on voit que tu as bien réfléchi, tu as jaugé. Il y a des points positifs, des points négatifs. Du moment où on voit qu'on est dans l'objectivité, on voit qu'on est voilà. Moi je pense comme ça. Donc ils auraient pu changer l'ordre. Pourquoi ont-ils démarré de but en blanc? Deuxième, donc la question c'est comment des hommes si grands ont pu-ils tomber avec des avérotes d'amateurs? C'est de l'amateurisme. Deuxième chose qu'on va essayer de développer, d'éclairer, c'est Moshe Rabbeinu. Lorsqu'il les a envoyés, qu'est-ce qu'il leur a dit exactement? Le passage de la chose suivante. Aretz Shemena Oraza. Il y a plusieurs points à vérifier. Est-ce que c'est une terre bien grasse ou une terre maigre? Ayeshba Aretz Imaïn. Est-ce qu'il y a des arbres ou pas? Est-ce que c'est une terre boisée? Veitrazaktem Ulkartem Miperi Haaretz. Et vous vous renverserez et vous prendrez du fruit de la terre. Il faut savoir que le fait même d'avoir envoyé, ce concept-là de l'exploration, n'est pas un problème en soi. Comme on voit plus tard dans les parachutes, que Moshe Rabbeinu, de nouveau, envoie les béné Israël explorer. Et la même chose, Yoshua bin Nun. L'exploration, on pourrait dire à la légitime, c'est légitime. Ça fait partie de la façon du monde de fonctionner. C'est logique. Hachem ne l'a ni prescrit, ni proscrit. Chacun il fait ce qu'il veut. Hachem nous a donné la Bechira. Moi, je ne vous le prescris pas, mais si vous voulez, allez le faire. Mais maintenant, la question pertinente que tout le monde s'est posée, c'est pourquoi Moshe Rabbeinu demandait aux Meraglim de vérifier ces points-là précisément? Enfin, on n'est pas dans le salon de l'agriculture. Est-ce qu'il y a il y a des bons fruits? Il y a un beau soleil? Est-ce qu'il y a une belle... On s'en fout. On ne fait pas un cours d'agronomie. On ne veut pas chercher... Pourquoi chercher ce genre de choses-là? Ça n'a pas d'intérêt. Nous, c'est quoi le but? On veut combattre. On veut en venir à bout de nos ennemis. On veut rentrer. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? La nature des fruits, de toute manière, on doit arriver. Akadosh Baruch Hu nous a dit, c'est la terre, la meilleure terre. Qu'est-ce qu'on s'en moque? Quel est l'intérêt? Il n'a pas commencé que par ça. Comment? Il a dit Atova Imra. Oui. Il a commencé, après il dit Abimachim Dimtsarim. Il a fait mieux. Alors là, je pose la question sur le début. Quel est l'intérêt de Moshe Rabbeinu à avoir demandé? Pourquoi avoir demandé? Entre autres, ces autres points. Et après, on va développer avec, bien évidemment, il a demandé de voir qui sont les... Est-ce que c'est des forteresses? Il y a des murs? Est-ce que c'est une ville fortifiée? C'est bien évidemment, ça c'est indéniable. Rashi nous dévoile le secret, la clé de tout. Ayesh Baretz, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a des etzim? Est-ce qu'il y a du bois? Est-ce qu'il y a des arbres? Quel est le sens de cette requête? C'est suivante. Im yeshadam kacher sheyagen bisruto. C'est quoi la nature des types qui sont là-bas? Des citoyens, des gens qui vivent là-bas. C'est des gens bien, à quels vous risquez de vous confronter et peut-être de perdre, ou c'est des réchaïm. Et dans ces cas-là, quel rapport avec les fruits? Quel rapport avec les fruits? Donc on a compris. Moshe aurait dû dire, regardez la nature des gens. Mais pourquoi il nous parle de fruits? Et la terre, et les arbres, quel est l'intérêt de tout cela? Alors pour ça, on va avoir recours à Masechet Ketuvot. Kuf Yud Bet Amud Aleph. Rabbi Yoshua ben Levi nous dit la chose suivante. Rabbi Yoshua ben Levi était un jour de passage à Gabla. C'est le nom d'un endroit. Chazanou Lanouk tout fait. Et il avait remarqué, il était passé, j'imagine, dans une vigne, et il avait vu des grappes de raisin. Mais pas des grappes de raisin standard.
Parce que tu trouves à Machane Yehuda, mais des wachad grappes de raisin, tels comme des vaches, des énormes. Et là, très curieusement, qu'est-ce qu'il leur dit? Il parle, il s'adresse à ces raisins et dit Eretz, Eretz, chère terre, les miettes motzet perotaïr. Pour qui tu sors, tu développes ces beaux fruits-là, la Ravi Malalou, pour ces Arabes-là, chez Hamdou, qui nous ont substitué Bechata Otenu, parce qu'on a fauté. Première étape de l'histoire. L'année suivante, Rabbi Chia, c'est le tour de Rabbi Chia de faire ce petit tour dans ce même endroit-là. Et il avait vu que les fruits, cette année, étaient devenus plus petits. Davo Kaime Keize, que les grappes de raisin étaient devenues plus petits que l'année d'avant. Et là, il commence lui-même la même chose que son prédécesseur et il dit Rizim ben Gefanim. Et là, directement, toute la population lui dit Zi lotavillar kechavra. Je t'en supplie, tu vas pas faire comme ton copain. Il est venu, il a parlé avec nos fruits, c'est devenu petit. Attends, ça va finir par être des lentilles, on a faim, nous. Et la question qu'on peut se poser, quelle est la revendication, quelle est la demande de Rabbi Yehoshua? C'est évident, c'est naturel que la terre fasse de beaux fruits. Quel est le problème? Pourquoi faire des plus petits fruits? Qu'est-ce qui se cache derrière cela? Mais de là, très cher ami, on apprend un grand yesod, un grand fondement concernant la façon que réagit la terre. Les champs, l'agriculture, les fruits, les arbres sont au final la conséquence du comportement des gens. Comme nous dit clairement la Torah. T'as envie d'avoir des fruits, des beaux fruits de surcroît? Comporte-toi bien. Et si au contraire, voilà, on t'a ramené parmi nous. On te laisse jamais tout seul. Donc, c'est marqué clairement dans le passouk, si tu te comportes bien, tu auras des beaux fruits. Si, par contre, tu n'auras pas de fruits. On voit clairement que Akadosh Baruch Hu n'a pas mis un teva, une nature bien établie. Mais tout dépend de la façon de se comporter. Et ça nous renvoie à la période de Noach, le Dor HaMaboul. Akadosh Baruch Hu, pourquoi il a voulu tout éradiquer, tout annuler, faire un reset total? C'est parce que les gens qui étaient mouchrat, c'était des gens avec des mauvaises mœurs, des mœurs les plus bas. Et alors, ça fait quoi qu'ils avaient des mauvaises mœurs? Pourquoi faire un reset? Pourquoi remplir la terre d'eau et refaire, même au niveau de la végétation, tout refaire à neuf? Ils avaient pollué. Il faut savoir que lorsqu'on fait une avéra, lorsqu'on comporte mal, on pollue l'atmosphère, on pollue les animaux, à tel point que même les animaux étaient arrivés à avoir des mœurs très, très douteux. Pourquoi? Parce que tout dépend de la qualité des gens qui y habitent. Et c'est exactement là. Maintenant, d'après cette Gemara, on a tout compris. C'est exactement ce que Moshe demande de leur examiner. Bien évidemment, comment voir la nature, la qualité des gens? On ne va pas voir s'ils ont des tzitzit, s'ils ont une grande barbe, s'ils ont des fracs. De quelle manière ils ont un bourg? On ne va pas voir ça. De quelle manière vont-ils plus décider si au final c'est des gens bien ou pas? Qu'est-ce qui va révéler? C'est le fruit. Si ce sont des beaux fruits, c'est-à-dire que ce sont des gens bien. Et c'est ce que nous dit Rashi. Allez voir le haetz. C'est quoi le haetz? Si, Adam Agoun. Comment Rashi a pu passer du coq à l'âne, du eretz, du bois, de la boiserie, à quoi? Adam Kacher. Parce qu'il faut savoir, c'est un peu comme la manne. Nous avons déjà vu la semaine que la manne était révélateur du niveau spirituel de l'homme. C'est la même chose ici. L'homme, il est comparé au fruit. L'homme est comparé au fruit, mais c'est révélateur que l'homme a cette capacité, cette faculté de rendre les fruits bidons. Les fruits, tu sais, que tu achètes à 2 francs 6 sous, là, les bichous, là, c'est la même chose. Tout dépend du niveau. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle les fruits n'ont pas la même saveur qu'à l'époque. C'est que nous ne sommes pas des gens de la même qualité qu'à l'époque. Donc on a compris au final que c'était un moyen de voir. Et donc d'après ça, on peut très très bien comprendre le lien qui a été établi entre les fruits, la demande, la requête de Moshe Rabbeinu d'aller voir ces fameux fruits. Et c'est quoi le but? De savoir devant qui on va combattre. Et là, c'est bien évidemment, et pour corroborer d'ailleurs
cette thèse-là, on peut le voir dans les psukim, qu'est-ce qui a marqué? Yelidé Anak. Moshe Rabbeinu leur a dit que lorsque les explorateurs sont revenus devant Moshe, ils ont dit, mais ce sont des géants. C'est quoi Yelidé Anak? Il faut savoir que c'était des malachim. Anshe Midot, c'était des gens de taille, c'était des gens tzadikim, à un grand niveau. Et à leur tête, qui avait Job, qui était un grand maître. Donc, c'était pas des rigolos. Et donc, la manière, le rapport qu'ont fait les explorateurs est tout à fait légitime. On va aller se battre, certes, mais on va pas rentrer à Suicide-Land. On n'est pas des kamikazes. Imaginez faire rentrer 10 juifs à Gaza, mais c'est ridicule. On n'est pas assez aguerri pour combattre des gens. On n'est pas assez haut pour combattre de tels gens. C'est impossible. C'est ça qu'on voulait dire. Et c'est ça le secret des explorateurs. Et on a dit que c'était des tzadikim. C'était pas n'importe qui. Mais, donc forcément, si ce sont des tzadikim, en aucun cas on peut penser qu'ils ont travesti la réalité. Chaque chose qu'ils ont dit, c'est véritablement ce qu'ils ont vu. La méthode de la réalité, elle était là. Ce qu'ils ont vu, c'est ce qu'ils ont apporté. Donc, c'est quoi le problème? Mais en vérité, certes, c'est vrai, mais la vérité n'est pas universelle. La vérité n'est pas absolue. Chacun a sa vérité. Tout dépend à travers quel prisme il voit. Chacun en fonction de son caractère, en fonction de ses envies, on a une grille de lecture du monde. C'est ce qu'on appelle une perception. On peut voir le même objet, mais avoir une perception différente de cet objet. Lorsqu'on apporte une voiture au garagiste, et que toi, tu as ouvert le capot pour mettre un petit peu d'eau, ce que toi, tu as vu et ce que lui, il a vu, ce ne sont pas la même chose. Pourquoi? Ce sont le même matériel. Non. Tout dépend de ton expérience. Tout dépend de tes connaissances. Et tout dépend aussi de tes envies. Lorsque tu as un gaon qui va étudier un texte, et qui va faire émerger les plus grandes profondeurs de ce texte, et toi, tu dis, purée, mais d'où il a fait émerger? Comment il a pu? Il a pu faire sortir ça du texte. Je ne vois rien. Bah oui, tu n'es pas assez aguerri. Tu n'es pas assez expérimenté. Donc, la vision, au final, elle est subjective. Elle dépend de tout à chacun. Donc, chacun, il avait sa vision de voir. Et donc, maintenant, la question qu'on se pose, pourquoi ils ont vu de cette manière qui apparemment, de prime abord, était négative? Pourquoi les Meraglim ont vu de façon négative? Tout simplement parce qu'eux, ils ont considéré que cette terre-là était une terre. Qui est-ce qui vivait à l'intérieur? Des géants. C'était des gens qui étaient d'une grande stature, des gens éminents. À tel point que la terre, il avait tellement monté la terre d'Eretz Israël à Gdusha que c'était une terre qui était devenue dangereuse. Eretz, Ochelet, Yoshvea. Elle faisait pas de cadeaux. Tu péchais, tu fautais, tu mourais. Tu fais pas de cadeaux. T'as pas le droit à l'erreur. Aucune marge d'erreur. Bien évidemment. Pour quelle raison Akadosh Baruch Hu avait fait que tous les gens étaient en train d'inhumer, en train d'enterrer leurs morts? Des dizaines de milliers de morts. Ça, c'était pour qui au final? On le sait, Avi, hein. Tu sais pourquoi? C'était pour protéger les Meraglim. Sinon, ils se seraient fait bouffer comme des vulgaires sauterelles. C'était pour leur avantage. Akadosh Baruch Hu, dans sa grande mansuétude, il voulait protéger les Meraglim pour qu'ils aboutissent, pour qu'ils mènent à bien leur projet, de pouvoir faire un rapport clair et net à Moshe Rabbeinu. Mais eux, ils n'ont pas vu de cette manière-là. Ils ont fait un autre compte, un autre Eshbon. Ce sont des grands, ce sont des géants. Dans une terre qui apparemment ne fait pas de cadeaux. Mais nous ne sommes pas du tout à ce niveau. Encore une fois, ça nous renvoie à la manne. Ça nous envoie à la manne. C'est très très compliqué, d'autant plus que, pourquoi c'est encore plus pernicieux cette démarche? C'est que c'est une terre qui est à la fois rouhaniout, donc qui est exigeante, qui est contraignante, comme cette fameuse manne. Mais en plus, c'est une terre de Khatlaout. C'est une terre dans laquelle on va devoir développer l'agriculture. En d'autres termes, c'est quel est le challenge? Quel est le pari à relever? C'est d'être le trait d'union, d'être entre les cieux, le ciel et la terre. C'est de pouvoir synthétiser la rouhaniout et la gashmiout, chose qui était totalement étrangère. Eux, ils étaient dans un monde idyllique. Les Anshe Hamidbar, ils mangeaient, ils étaient blanchis, nourris, logés. Ils n'allaient même pas aux toilettes. Il n'y avait même pas de clipa, il n'y avait rien. Tout était Gdusha, tout était Tahora.
Et là, ils allaient devoir se confronter à un nouveau monde, à une nouvelle ère. Les Meraglim ont dit, on n'en est pas capable. Mais en vérité, que nous dit le Zohar? Que c'était en fait un prétexte. C'était un alibi. Il y avait une kavana qui était dissimulée à travers tout cela. Laquelle? C'est un Zohar clair. Tu connais ce Zohar. Ils ont eu peur de perdre leur place. Ils avaient une bonne place. Somme toute. C'est eux qui géraient. C'est eux qui géraient. Donc on peut très bien dire, c'est des tzadikim quoi. Rav Shlomo, il a peur de sa place. Pas du tout. C'est pas vulgairement qu'ils avaient peur de leur place, pas du tout. C'est qu'ils considéraient que c'était leur place. S'il y avait que eux qui pouvaient mener à bien le projet, qui pouvaient diriger, c'était eux. C'était eux qui avaient été choisis par la Providence pour faire ce job de diriger les bénis Israël. C'est pas donné à tout le monde. Et ils avaient très peur que lorsqu'ils rentrent en Eretz Israël, il y a un chamboule tout. Tout est chamboulé. Et ils ne sachent plus diriger. Et au final, dans la mesure où ils ne savent plus diriger, parce que eux, ils savent diriger la Rouchaniout, c'est des grands rachés et chivotes. Mais que c'est des Dolador, c'est un Gadolador qui sait allier la Rouchaniout et la Gashmout. Il faut être quelqu'un de grand. Ils avaient peur de perdre cette place. Mais encore une fois, leur motivation, ils étaient animés d'une motivation noble. Et c'est comme ce que nous écrit Rav Dessler. La rête des Meraglim, elle est tellement fine qu'elle est invisible à l'œil nu. Elle est dak chez Badakout. Chaque avérote qu'on voit dans la Torah, c'est de la plus grande finesse. C'est une faute infinitésimale. On ne peut pas la voir. Mais c'est quelque chose qui était tellement profond dans leur trip. Même un gadol pouvait tomber. Comment sont-ils tombés dans ce qui s'appelle la négia, ce conflit d'intérêts? Ils n'ont pas réussi à voir cette chose-là. On connaît tous le passou, qui a shochad, parce que la corruption, les pots de vin, a shochad yehaver ene chachamim, visalef ene tzadikim. Même les plus grands ne peuvent pas surmonter et résister à la corruption. Et on va expliquer pourquoi. Dès lors qu'un chauffette reçoit quelque chose, ça fait quoi? Il peut très bien rester neutre. Il peut très bien rester impartial. Et avoir devant lui le but de rester et de proférer une justice vraie et équitable. Avestia nous explique que l'homme est constitué de deux pôles. Le pôle de la Lekira et le pôle de la Netina. Le côté du don, je suis un donneur, je suis un émetteur, et le deuxième côté qui est, je veux recevoir, je veux prendre, je veux consommer. Et ces deux pôles-là sont valables non seulement au niveau matériel, je veux prendre de l'argent, je veux prendre du plaisir, tant au niveau, on peut appeler spirituel, la façon de voir les choses, la façon de considérer les choses, la façon de percevoir les choses. Et c'est exactement ça dans laquelle ont failli les explorateurs. Ils étaient dans une dynamique de l'ékira, de prendre. Ils voulaient prendre. Ils avaient très peur, parce que les animaux, au final, c'est cette peur de perdre leur pouvoir. Eux pensaient, en façade, que c'était un sentiment noble, mais au final, pas du tout. Dans le fin fond, c'est Dak. Il y avait un problème, un conflit d'intérêts. Et c'est ça le lien avec la paracha de Tzitzit. Quel rapport avec la paracha de Tzitzit? Quel est le lien? Comment on va trouver un lien avec paracha Tzitzit? Un jour, il y a un élève qui est parti voir son Rav, il dit Rav, moi on me dit que les Tzitzit, il faut voir le trélet me renvoie à la mer, et la mer me renvoie au ciel qui me renvoie au Kisei Kavod. Ou, on peut très bien dire aussi, les Tzitzit, ça me rappelle les Taryag Mitzvot. Et moi, je vois les Tzitzit, ça me rappelle rien. Je vois de la laine. Ça aurait été mieux de porter un petit collier, tu sais, à la place qui est marqué Nanar, qui est marqué 613. On voit 613, ça va, c'est génial. Et je me renforce. Et il explique, en fait, là, moi, il dit, moi, j'ai pas de problème. Dès que je vois ça, ça me renvoie directement à Kadosh Baruch Hu. Mais en fait, il dit, tout dépend de la pensée de l'homme. Si maintenant, toute ta journée, t'es quoi? T'es en train de penser aux voitures, au téléphone, au business, ben forcément, tu vas voir un petit, tu vas voir de la laine ordinaire, de la laine vulgaire. Mais si tes pensées, c'est dans la Gdusha, dans la Tara, dans l'adhésion, dans la Dvekut Bakadosh Baruch Hu, immédiatement et de façon spontanée, naturellement, dès lors que tu vas voir le tzitzit, ça va te renvoyer
Ça va te faire créer une connexion Bluetooth avec Akadosh Baruch Hu. Tout dépend. Et donc, encore une fois, on voit, c'est la même chose. De quelle manière l'homme perçoit. On voit de cette paracha, c'est quoi le grand message? Travailler, forger son regard. Avoir un regard pur, un regard désintéressé, un regard thoraïque sur le monde, un regard profond sur toutes les choses qui puissent se passer autour de nous. Et bien évidemment, il faut voir que c'est tellement dur, c'est tellement fin, que même Moshe Rabbeinu, qui était un des grands maîtres de la psychanalyse, comme la thèse Khazal, il avait ce quoi, il voyait Chokhmata partout, il voyait, lorsqu'il parlait à quelqu'un, il savait exactement quelle personne il avait devant lui, c'était un avis. Malgré tout, il n'avait même pas vu qu'au final, à travers la requête du clan d'Israël, des miraglim, il y avait un petit peu de problème, il y avait un petit peu de touma, de choses mauvaises. Même lui, il l'a pas vu. C'est pour dire, qu'est-ce que c'est fort. Comment on va faire, nous? Comment on va faire, nous, pour se sortir de ce conflit? C'est bien pour cela qu'avant chaque décision dans la vie, il faut réfléchir. Il faut réfléchir, qu'est-ce que véritablement me motive? Pourquoi j'ai choisi ceci et pas cela? Pourquoi j'ai choisi tel cadre, tel métier, telle façon de penser, telle philosophie, tel texte à étudier? Pourquoi? Quel est véritablement ce qui m'anime? Quel état d'esprit? Un état d'esprit noble ou non? Au contraire, c'est parce que je veux assouvir quelque chose. Et on peut réussir ce challenge-là, ce pari-là, uniquement si on cherche au plus profond de nous. On va chercher au plus profond de nous ce qui est enfoui. Qu'est-ce qui est enfoui au fond de nous? Ravdessia nous dit, on a le Hémet. Chacun est porteur du Hémet, de son Hémet. Il faut vraiment faire un travail, une introspection vraiment profonde et aller chercher avant chaque chose dans la vie ce Hémet-là. C'est le part de Hémet qui va permettre justement, qui va être béprinat, un petit peu de or, va repousser beaucoup de rochers. Baruch Adonai, l'Olam, amen.